cher Michel Zinc, Monsieur le Président du Comité d'honneur du Bicentenaire, cher Yves-Marie Bercé, Monsieur le Coordinateur scientifique du Bicentenaire, cher Olivier Poncet, Mesdames et Messieurs les membres de l'Institut, chères consoeurs, chers confrères, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est une joie d'ouvrir aujourd'hui à l'École nationale des chartes, alors que la crise sanitaire semble enfin s'éloigner un peu, le colloque organisé en partenariat avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres en l'honneur du bicentenaire de notre établissement. Un colloque intitulé « La lettre et l'esprit, l'école des chartes inattendue » qui se poursuivra sur les sites des deux institutions, aujourd'hui à l'école, ici même au 65 rue de Richelieu, et demain à l'Institut Quai de Conti. Assurément, ce colloque constitue l'un des points d'orgue de l'année de célébration des 200 ans, certes, d'une institution, l'École nationale des chartes, née le 22 février 1821 sous le patronage de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, mais aussi et peut-être surtout de ses enseignements et de sa recherche, à la fois hautement spécifiques et sans cesse renouvelés depuis la fondation, au contact des évolutions qui furent celles de l'historiographie, de la science historique et de notre société. Car l'école, qui peut apparaître comme un conservatoire de disciplines érudites et exigeantes, ce qu'elle demeure sans aucun doute, a cependant toujours été un lieu ouvert sur l'université, la société, le monde. Ces anciens élèves et étudiants, que ce soit pour leurs recherches, initiés en ces murs à l'école et poursuivis au-delà, ou durant la suite de leur parcours professionnel, restent fidèles aux enseignements et à la méthode exigeante et rigoureuse qui est celle de l'établissement, mais n'hésitent pas parfois à emprunter des chemins moins attendus que ceux auxquels l'école forme dès l'origine, à savoir la conservation du patrimoine national, notamment en archives et en bibliothèque. En novembre 2015 eut lieu, également en partenariat avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres, un colloque intitulé « L'histoire en mutation, l'École nationale des chartes, aujourd'hui et demain », qui fit le point sur l'évolution des chaires de l'établissement et son adaptation aux évolutions les plus récentes, dont celles liées à la révolution numérique. À l'heure de fêter les 2 siècles d'existence de l'école, il a semblé à Yves-Marie Bercé, directeur honoraire de l'institution et président du comité d'honneur du bicentenaire, à Olivier Poncet, coordinateur scientifique, et à moi-même, nécessaire d'éclairer aussi, à travers des destins individuels et collectifs, les multiples facettes de la personnalité scientifique et pédagogique de l'École des chartes. À ce titre, le présent colloque fait écho aux 3 publications qui ont accompagné notre année de bicentenaire. Après la parution en novembre dernier de l'ouvrage publié en partenariat avec les éditions Gallimard et intitulé « L'École nationale des chartes, 200 ans au service de l'histoire », je suis fière de vous présenter aujourd'hui les 2 ouvrages suivants qui viennent de paraître. Le dictionnaire critique intitulé « En quête de sources », dirigé par Frédéric Duval, et consacré au concept de source historique, ainsi que l'ouvrage « Chartistes en Asie, sciences historiques et patrimoine au lointain, 19e, 21e siècle », dirigé par Jacques Berlioz, Cécile Capot et Olivier Poncet, qui permet d'illustrer les destins croisés de l'École nationale des chartes et de l'École française d'Extrême-Orient au service de l'histoire et du patrimoine. Avant que de céder la parole à Yves-Marie Bercé et à Olivier Poncet pour l'introduction de ce colloque, je souhaiterais remercier vivement toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à sa mise en place, Yves-Marie Bercé, Olivier Poncet, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et en particulier son secrétaire perpétuel et son secrétaire général, Michel Zinc et Hervé Danesi, l'ensemble des intervenants qui ont accepté de nous donner une communication dans le cadre de cette manifestation, d'une manifestation dont la thématique a peut-être pu, à première vue, leur paraître surprenante. En tout cas, merci à vous, chers et chers collègues, chères consoeurs, chers confrères, d'avoir accepté de relever le défi. Merci également à Pauline Nobécourt
et aux équipes de la communication de l'école et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour leur mise en place, pour leur aide à la mise en place de cet événement. Pour finir, je souhaite la bienvenue au public présent en salle, malheureusement limité du fait de la jauge pour cause de crise sanitaire à laquelle nous sommes encore contraints, et au public plus nombreux encore en ligne, puisque 150 personnes inscrites nous rejoignent à cette heure. Donc bienvenue à toutes et à tous. Je vous souhaite un très beau colloque. Secrétaire perpétuel et cher ami, chers confrères, chères consoeurs, chers amis et amis-eux, puisqu'il paraît qu'il faut également préciser un E au bout. Non, pas du tout, bien sûr, mais je passe sur le E, donc. Donc, chers amis, je suis confus de commencer cette conférence commémorative et en même temps, bien sûr, heureux d'assumer cette charge qui me vient sans doute de ma carrière, aussi, mais de mon âge, bien entendu. Pendant longtemps, l'école a borné son champ d'études au Moyen-Âge et à l'espace français. Ces domaines médiévaux et nationaux correspondaient aux évidences de l'époque de fondation, à l'urgence de sauvegarde de masses de sources textuelles en déshérence et aux pratiques contemporaines de l'écriture de l'histoire. Ces limites ne résultaient pas de règles qui auraient expressément exclu d'autres périodes, d'autres lieux, d'autres directions de recherche. De ce fait, des extensions logiques viendraient à s'imposer silencieusement avec le passage des décennies et par conséquent l'allongement des périodes historiques, et puis avec l'émergence de nouvelles sciences humaines. En même temps, les différences des vocations, la diversité des curiosités des diplômés de plus en plus nombreux se faisaient jour. Elles étaient encouragées par la validité des méthodes inculquées dans cet établissement, validité générale de méthodes d'une école singulière. Ainsi, l'apparition d'horizons chartistes improbables, inattendus, était inscrite dans le dessein originel de l'institution ou, comme on dit aujourd'hui, dans son ADN. Les objectifs particuliers de l'école prenaient, chemin faisant, comme involontairement, une valeur universelle. Un angle d'observation privilégié pourrait se situer à la fin du XIXe siècle, soit l'exemple d'un médiocre reportage sur l'école publié en 1883 dans la Nouvelle Revue, périodique culturel républicain qui voulait concurrencer la Revue des Deux Mondes plus conservatrice. L'école était alors encore cachée derrière les hauts murs de l'hôtel de Soubise. Le journaliste vantait les qualités de sa formation et s'étonnait de sa place trop étroite dans les institutions savantes de la République naissante. Il comparait les mérites des travaux des diplômés de la section d'histoire de l'école normale supérieure et ceux des chartistes du même âge. Au premier, il reprochait l'attrait de l'obscurité et des sujets les plus confus, mode qu'il condamnait comme venu d'outre-Rhin. Les normaliens seront, disait-il, bientôt portés à préférer la grosse érudition allemande à la méthode éminemment française qu'ont indiqué, pratiqué et perfectionné Voltaire et Michelet. Les normaliens se donneront la tâche de compter les cheveux des conquérants et des rois, assurait ce journaliste, selon l'exemple récent d'un certain savant allemand. Le pointillisme capillaire était donc attribué aux normaliens, alors que les productions des chartistes se recommandaient au contraire par leur clarté, non pas uniquement des érudits et des savants, mais aussi des écrivains éloquents, des adversaires du pédantisme. Ces appréciations, apparemment paradoxales, doivent se comprendre dans le contexte politique et culturel précis du moment. La clarté, marque distinctive des chartistes, selon ce reporter, représentait sans doute le caractère factuel,
dûment établi des produits de l'érudition. 2 générations plus tard, ces louables traits caractéristiques des travaux chartistes viendraient à être taxés de positivisme, c'est-à-dire d'une sorte de myopie historienne. Ce terme de positivisme, qui renvoie à la doctrine d'Auguste Comte, recherche des causes premières, religion de l'humanité, est bien sûr totalement inadéquat. Ce qui est en cause, en fait, plus exactement, c'est la positivité, la neutralité essentielle de l'érudition, son sobre formalisme, indifférent à l'environnement personnel et social de l'érudit lui-même. Cette attitude intellectuelle avait été affichée à l'École des Chartes dès sa fondation. Par la suite, l'exigence essentielle de l'objectivité historique, du strict respect des sources, avait été, au cours des dernières décennies du XIXe siècle, admise unanimement. La revue des questions historiques d'orientation royaliste, fondée en 1869, et la revue historique, se voulant républicaine, fondée en 1876, malgré leur clivage politique, professaient le même postulat scientiste d'attachement au seul document. Leur étude se voulait positive, au sens que Littré donne dans son dictionnaire, c'est-à-dire d'appui sur les faits plutôt que sur les idées. Le principe avait été énoncé dès les premières années de l'école par Benjamin Guérard, s'adressant en 1831 aux élèves. Vous aurez soin de n'extraire des faits rien de plus que ce qui s'y trouve, mais aussi d'en exprimer tout ce qu'ils contiennent. Bien longtemps après, Fustel de Coulanges ou Lavis ne professait pas une idée différente du devoir de l'historien. Il s'interdisait de quitter les données factuelles et de les soumettre à des préjugés et opinions qui prétendraient les enfermer dans des chaînes de causes et conséquences. L'histoire, écrivait Fustel de Coulanges en 1888, n'est pas un art, elle est science pure. Le meilleur historien est celui qui se tient le plus près des textes, qui n'écrit et qui même ne pense que d'après eux. Les Chartes et la Sorbonne n'avaient pas, à ce moment, de conception différente du travail de l'historien. Les 2 institutions rejetaient les synthèses prématurées et vaniteuses de leurs aînés. Elles affirmaient la nécessaire professionnalisation du travail de l'historien, évolution qui supposait à la fois la maîtrise de technique et la capacité d'en construire une science. Le manifeste de cette méthode et de ses implications sociales et professionnelles était le traité de Langlois et Seignobos, Introduction aux études historiques, 1898. Dans ce duo célèbre, c'est Charles-Victor Langlois qu'il convient de célébrer. Entré aux Chartes en 1881, agrégé en 1884, archiviste paléographe, après avoir été agrégé, en 1885, docteur en 1887, chargé en 1888 en Sorbonne d'un enseignement tout neuf de sciences auxiliaires de l'histoire qui comprenait paléographie, chronologie, diplomatique et bibliographie. Il ne lui avait fallu que 7 ans pour passer du concours d'entrée à une charge d'enseignement à la Sorbonne. Sa carrière fut couronnée en 1913 par la direction des Archives nationales qu'il assuma jusqu'en 1926, peu avant sa mort. Les dates de ses années d'études et puis celles de ses hautes fonctions illustrent l'adhésion alors commune, indiscutée, à la positivité du travail historique, valeur fondamentale dont l'école avait été pionnière et que la Sorbonne avait à son tour hautement acclamée. On peut soutenir que l'école devait à ce précepte de positivité son développement et sa durée, c'est-à-dire la traversée imperturbable des nombreux bouleversements politiques du XIXe siècle. Chaque régime avait confirmé l'école.
les diversités d'origine sociale, d'opinion individuelle des chartistes importaient peu, car la neutralité de leurs travaux les immunisait contre les ébranlements de l'État. Ainsi, lors de l'instauration de la Troisième République, les chartistes recevaient notamment le soutien du sage Jules Simon, républicain conservateur s'il en fut, qui les qualifiait de bénédictins de la République. Bientôt, un événement très solennel sanctionna le succès institutionnel de l'école. Ce fut son établissement à l'automne 1897 dans le quadrilatère de la Sorbonne, entre les portes symétriques des sciences et des lettres. Elle était significativement implantée à l'endroit qu'aurait dû occuper la faculté de théologie abolie par le nouveau régime. En forçant un peu le trait, le remplacement de la théologie par les chartes semblait ériger l'école en temple d'une sorte de religion publique. Cette consécration officielle par l'État républicain triomphant traduisait dans l'architecture la place notable de l'école parmi les grandes instances savantes et proclamait son apport original au paysage intellectuel de la nation. Et pourtant, 2 générations plus tard, vers la moitié du XXe siècle, le caractère austère, volontairement prudent des tâches d'érudition, de conservation, vint à susciter des réserves. Les exigences de l'école, d'utilité incontestable, venaient apparaître critiquables, tatillonnes, désuètes, en regard de l'accélération des changements sociaux et culturels survenant après la Grande Guerre. Une des premières traces de cette tendance polémique serait la charge souvent citée de Lucien Febvre contre la thèse de doctorat du chartiste Henri Jasmin, auteur en 1933 d'une monographie de la Chambre des comptes au XVe siècle, méritante car elle suppléait à la disparition des archives de cette cour, incendiée en 1737, mais sans doute très resserrée et réglementariste. 15 ans plus tard, Febvre, encore lui, s'en prenait en 1949 au vénérable Louis Alphen, qui, retour de clandestinité pendant l'occupation, venait de reprendre ses cours d'histoire médiévale à la Sorbonne. Febvre attaquait son manuel d'introduction à l'étude du Moyen-Âge. Il osait prononcer avec mépris « Cette histoire n'est pas la nôtre ». À la vérité, Febvre s'en prenait à la conception admise au temps de Langlois et Seignobos, selon laquelle l'histoire consistait surtout en chronique politique. Febvre partait en guerre contre ce qu'il appelait une histoire historisante ou encore une science du particulier qui serait enfermée dans des leçons de méthode. Il ironisait sur la définition impossible des matériaux devant servir à l'écriture de l'histoire. Ils étaient appelés du nom improbable, indémontrable de faits que, selon les conseils d'Alphen, un historien, au début de tout travail, aurait eu à établir. Les articles polémiques de Lucien Febvre incriminaient les chartes au passage. Sans doute en venait-il à confondre les qualités chartistes de rigueur et de patience avec le modèle académique et scientiste des générations de Lavis ou d'Ollard. À la vérité, la diatribe de Febvre était injuste. Elle ne correspondait pas à la réalité des enseignements de l'école et de ses chaires d'archéologie, d'histoire des institutions et du droit, ni au contenu des publications de chartistes qui, depuis longtemps, illustraient des domaines pluriels tels l'architecture, l'habitat et les mœurs. L'école avait certes, à la fin du XIXe siècle, comme toutes les écoles historiques d'alors, majoré l'histoire des faits politiques. En fait, cette représentation de l'histoire, réduite aux aventures des pouvoirs, n'est-elle pas non seulement ancienne, mais plutôt éternelle, puisqu'elle dure et domine toujours dans l'opinion. Si une défaveur de l'image des chartistes dans le champ social peut se deviner effectivement quelque part dans les années 1930, il faut, je crois, lui chercher d'autres raisons.
Peut-être cette éclipse relative de l'école reflétait-elle tout simplement une donnée structurelle, inévitable, indéniable, la discrétion fondamentale des emplois de conservation, leur rareté et leur faible rémunération dans la société. Elle résultait aussi, on pourrait dire mécaniquement, de l'étroitesse des promotions. Les faibles effectifs à cette époque, et aujourd'hui tout autant, empêchaient et empêchent encore le petit noyau des chartistes d'obtenir la réputation et la reconnaissance sociale, les relations de pouvoir dont peuvent jouir d'autres titulaires de diplômes qui représentent à peu près les mêmes difficultés de concours et le même nombre d'années d'études. C'est cette permanente faiblesse numérique qui a pareillement fait négliger ou ignorer la multiplicité des curiosités savantes de beaucoup de chartistes. Leur carrière les avait conduits à découvrir, à constater que les méthodes de recherche de leur école étaient parfaitement pertinentes et recommandables dans un plus large éventail des sciences humaines. C'est ce que maintenant, dans la suite de ce programme, les orateurs vont s'employer à vous démontrer. Je laisse donc la parole à Olivier Poncet. Merci beaucoup. Effectivement, parler des chartistes et de l'éventail de leur curiosité, c'est parler d'un petit nombre et d'une assez grande dispersion. Comment un si petit troupeau a-t-il pu s'égayer dans autant de chantiers et de sentiers? C'est là un des mystères que les travaux de ce colloque entendent non pas soudainement révéler, mais contribuer à mieux comprendre. Ce faisant, il est entendu qu'il ne s'agira en aucune façon d'une auto-célébration facile et orgueilleuse des chartistes, un exercice qui ne leur est de toute façon pas naturel. Il aura fallu en effet toute la solennité d'un bicentenaire et d'un patronage de leur académie tutélaire pour qu'ils se laissent inviter à parler enfin un peu d'eux-mêmes. Alors, poser la question de l'inattendu, c'est évidemment s'interroger en creux sur l'attendu. Et rarement les élèves d'une école auront autant été identifiés à un type. En 1867, dans son grand dictionnaire, Pierre Larousse écrivait à propos de l'école des Chartes « On peut dire qu'elle est aux sciences historiques ce que l'école polytechnique est aux sciences mathématiques, ce que l'école de Saint-Cyr est à l'art militaire, ce que l'école normale est à l'enseignement universitaire. » L'école des Chartes appartenait en effet alors à ce petit groupe des écoles spéciales dont disposait la puissance publique pour servir ses buts et administrer le pays. Le plus remarquable et peut-être le plus inattendu au fond, c'est l'école elle-même, puisque l'on avait imaginé doter l'État d'une école particulière pour l'histoire et ses sciences. Mais qu'on ne s'y trompe pas cependant. Avant d'être des historiens, les chartistes ont d'abord été pensés seulement comme des auxiliaires de ces derniers. En effet, l'ordonnance de 1821 visait à instituer une école qui formerait des auxiliaires capables de déchiffrer les écritures anciennes et de s'orienter dans le dédale de la production livresque accumulée depuis le XVe siècle. La deuxième ordonnance fondatrice, en 1829, partageait même abruptement la scolarité entre une première année, dédiée au déchiffrement des chartes, et une seconde, consacrée à la science critique des monuments écrits. Elle dessinait en fait les deux enseignements nourriciers des chartes, la bibliographie et la paléographie, toutes deux appliquées aux sources écrites de l'histoire. De ce programme fondateur à tous égards, et donc attendu, la première demi-journée de ce colloque, intitulé « Fidélité déployée », permettra de comprendre comment il a suscité des développements aussi inattendus que très souhaitables. La paléographie a ainsi connu plusieurs révolutions, dont nous parlera Mark Smith. Révolution pédagogique, révolution chronologique, révolution tout court dès lors que l'écriture n'a plus été vue comme une fin utilitaire en soi, pour connaître et dater des actes, mais comme un commencement pour comprendre la culture d'une société. L'attrait des chartistes pour l'oralité, qu'évoquera ensuite François Ganneau, relève de cette même évasion logique et pour ainsi dire inscrite dans le programme de travail et de conservation des chartistes, soucieux d'histoire de la langue selon les vues d'anticipation du baron de Gérandeau. Enfin, sorti de la bibliographie comme Athéna jaillit de la tête de Zeus, l'histoire du livre constitue la discipline que l'on n'attendait plus, parce qu'on la croyait déjà advenue. La table ronde conclusive de cet après-midi, où interviendront plusieurs enseignants et anciens élèves d'Henri-Jean Martin, sera ainsi l'occasion de revenir sur cet inattendu dans l'attendu, en somme.
Inscrite au fronton de son histoire, la condition ancillaire des chartistes fut assez tôt répudiée. Dès 1839, la création de la revue de la bibliothèque de l'école des Chartes affichait leur prétention à exprimer par eux-mêmes, et l'on sait combien la conquête de l'écriture historique a constitué de la monarchie de Juillet à la Belle Époque la pente la plus sûre où faire rouler l'excellence des enseignements et des méthodes de l'école des Chartes. Yves-Marie Bercier vient d'en administrer une preuve éclatante. Au-delà du monde universitaire de la Troisième République, où ils ont pris une part importante, rayonnante autant que discutée, cette assurance de détenir les armes adéquates pour faire parler le passé a accompagné les chartistes sur les voies classiques et attendues de la conservation et plus encore de l'ordonnancement du patrimoine écrit et monumental de la France. Aujourd'hui encore, archives et bibliothèques et à un moindre degré musées et monuments constituent les terrains par excellence où se déploient les talents des anciens élèves de cette maison. Et du reste, c'est souvent au sein ou à l'ombre de ces lieux devenus familiers et à certains moments presque réservés qu'ont été nourries les audaces les plus grandes, les écarts les plus surprenants et les passions les moins encouragées par l'école. Plus d'un siècle après l'arrivée des premiers chartistes sur la terre africaine, on aura beau jeu de soutenir que leur exportation dans des territoires extra-européens, sous domination française, était naturelle. Rien cependant n'était évident pour ces élèves nourris de Moyen-Âge, de listes de préceptes carolingiens, de normes de catalogage, de suites de déambulatoires d'églises romanes, ou de manière différente d'abréger quod ou quando dans les textes latins. Et pourtant, d'Alger à Hanoï, en passant par Dakar ou Brazzaville, ils ont fait la démonstration d'une remarquable faculté d'adaptation. Dans cette aventure ultramarine, ils sont à la fois restés eux-mêmes, préoccupés d'archives et de livres, et ils ont dans le même temps joui à plein d'une liberté absolue, ou presque, dans des environnements où n'existait souvent ni musée ni université. Ils ont pu toucher du doigt, sans doute plus rapidement et parfois plus intensément qu'en métropole, ce que pouvait être l'administration par la science et la science par l'administration, une ambition somme toute propre à nombre de chartistes. Certains de ces territoires éloignés pouvaient sembler tisser des liens plus étroits avec leur formation, comme ce Proche-Orient latin dont parlera Emmanuel Pénicaud. Tous les chartistes qui s'y sont intéressés, ayant donné une part souvent considérable de leur existence, n'ont pas fait que mettre leurs pas dans ceux des érudits du XVIIe siècle, comme Jacques Bongard, le diplomate éditeur des Gesta Dei per Francos. Ils ont aussi réinventé une histoire faite de vent et de sable, où ne subsistent plus, je cite, que les grandes forteresses de pierre qui demeurent comme ces sentinelles silencieuses, qui montent encore la garde quand les armées se sont évanouies. Pour reprendre une expression lyrique du regretté Jean Richard, disparu au seuil de cette année du bicentenaire. Et quand les chartistes ont pris le chemin de l'Asie, encore une fois, il s'agissait d'une forme moins inattendue qu'elle y paraît, puisque au commencement de la saga des Chartes était la recherche de l'origine des langues, une quête éperdue qui a étreint bon nombre de savants de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Que la première promotion ait ainsi accueilli le futur grand indianiste Eugène Burnouf n'était donc sans doute pas une surprise totale. Ce qui, en revanche, n'était nullement prévisible et attendu, c'était que 2 siècles plus tard, l'école des Chartes continua de s'y intéresser, comme nous l'exposera Vincent Lefebvre. Ces projections lointaines de la science chartiste, pour exotiques qu'elles puissent sembler, surprendront peut-être moins que l'illustration d'autres confrères dans des domaines moins attendus de leur formation. Ce sont plutôt des passions personnelles, souvent préexistantes à l'entrée à l'école, qui ont convaincu certains d'entre eux de joindre l'utile à l'agréable, ou pour le dire autrement, l'acquis à l'inné. Littérature et musique, dont nous parlerons Christine Bénévent et Catherine Massip, constituent des pôles certes artistiques, mais où entre d'une certaine manière une part de ce qu'est l'école. Que le premier roman de notre unique prix Nobel, Roger Martin Dugard, Jean Barrois, ait été un exercice d'histoire presque immédiate sur l'affaire Dreyfus, que Georges Bataille ait intitulé son éphémère revue « Document », ou que les romans d'André Chanson soient ancrés dans l'histoire de ses Cévennes natales, voilà bien des coïncidences qui n'en sont sans doute pas, ou pas totalement. Quant à la musique, les chartistes y ont apporté un regard documentaire et historique qui a fait progresser à grands pas la science musicologique, de la redécouverte de la musique médiévale à l'histoire sociale et matérielle des musiciens. Aux Chartes, la querelle des anciens et des modernes a été rejouée 100 fois. À force de leur dire qu'ils sont attardés, conservateurs, réactionnaires ou perdus dans le passé, certains ont fini par le croire. Certes, l'école peut constituer aussi une forme de refuge et de fuite hors du monde.
Il arrive même qu'elle ne soit qu'un sas avant l'entrée en religion. Mais là, ce que n'attendait peut-être pas l'Église, c'est que ces religieux fussent aussi des archivistes de leur ordre, comme l'a été notre doyenne d'âge, Madeleine Cazobon, née en 1918, sœur Albert-Marie chez les Dominicaines. Quant à la modernité, elle a trouvé 1000 promoteurs chez les chartistes, des bibliobus d'Henri Lemaître, au premier film paléographique de Jean Malon. Et dans le cadre de ce colloque, il suffira de citer plusieurs illustres chartistes, membres ou correspondants de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui ont fait la démonstration qu'ils étaient pleinement de leur temps, qu'il s'agisse d'Emmanuel Poul et de son article sur les revêtements de sol dans les salles de dépôt d'archives, des travaux pointus sur les archives contemporaines de l'épigraphiste Robert Favreau, ou encore de l'étude sur les bulletins nuls de Yves-Marie Bercé, ici présent. S'il est bien un domaine où les chartistes ont surpris leur monde, c'est celui de l'entreprise, sur lequel reviendra Maurice Hamon. Historiquement, ils ont d'abord été entrepreneurs et historiens, à l'image de l'inclassable Jules Lair, président de multiples compagnies, dont l'une installa les premières lignes de téléphone à Paris à la fin du XIXe siècle, et en même temps, membre actif de cette même Académie des inscriptions et belles-lettres. Ils ont été aussi ministres des Finances et historiens dans les années 1920-1930. Puis, ils ont été les historiens des entreprises, avant de devenir aussi leurs archivistes, et même davantage. Enfin, lorsque dans sa séance publique, l'Académie des inscriptions et belles-lettres fera entendre la voix des femmes, chartistes, à travers les communications de Michèle Bobénicek, directrice de l'école, et de Cécile Pozzo di Borgo, qui fut ambassadrice de France, il ne s'agira pas d'une concession à une quelconque mode ou injonction. Ce serait bien mal connaître l'école, qui n'a pas attendu que la haute fonction publique se féminisât pour accueillir en son sein un élément féminin qui y prit rapidement une place majeure. S'il faut en croire les propos de Maurice Proulx, directeur de l'école, en 1927, la présence des femmes à l'école n'était pas tant désirée que subie. Au-delà des propos patriarcaux, pour ne pas dire plus, du directeur d'alors, il y avait un réel souci d'insertion professionnelle de ces jeunes savantes, dont l'administration, en particulier préfectorale, ne voulait à aucun prix pour diriger des services et donner des ordres à des employés masculins. Au point que le conseil de perfectionnement de cette école discuta au temps du Front populaire de mesures de parité à prendre au concours d'entrée en faveur des garçons, afin d'assurer au directeur des Archives de France un volant suffisant de jeunes hommes à envoyer en département. Je vous rassure, la discussion à peine engagée tourna heureusement court, et dès l'après-guerre, les préventions administratives furent mises de côté. Ce qui n'empêcha pas Charles Bréban de dire avant son départ à Léonce Bouissou, première femme nommée directrice d'archives départementales en 1949, « Ne me faites pas honte. Autre temps, autre mœurs. » Au-delà de la féminisation des métiers et des postes de responsabilité, l'expérience féminine de l'école sera l'occasion de revenir sur deux dimensions un peu inattendues de l'action des chartistes. La médiation vers le grand public pouvait constituer un défi pour des jeunes gens auxquels on apprenait la spécialisation, j'oserais même dire l'extrême spécialisation. Il faut ici évoquer les musées, un autre lieu chartiste par excellence. On songe ici bien entendu au musée de Beaux-Arts, mais aussi à tous ces musées d'histoire, de civilisation, de monuments. Une partie de ces expériences muséales chartistes sont faites de créations, en particulier en province, comme par exemple le musée Schongauer à Colmar, le musée de Villeneuve-les-Avignon, le musée Stendhal à Grenoble, ou encore le musée de Normandie à Caen. Mais comment ne pas citer ici l'une des gageures les plus délicates, celle de montrer l'histoire par les documents, que relève depuis 1867 le musée des Archives, devenu en 1939 musée de l'histoire de France. Il est le plus chartiste entre tous, leur navire amiral, pourrait-on dire. Régine Pernoud en fut le conservateur de 1949 à 1957. Elle y développa son goût pour le partage du passé, qu'elle devait ensuite prolonger sous la forme d'une série impressionnante d'ouvrages résolument tournés vers un large public, comme le rappellera Michèle Bobénicek. La diplomatie est encore une autre manière de rendre l'histoire présente, soit parce qu'on la fait, soit parce qu'on la mobilise. La culture du précédent étant sans doute, avec l'art de la négociation, l'une des constantes de cette fonction, qui n'est devenue que tardivement une carrière proprement dite. Il est du reste assez singulier que cette carrière, avec un C majuscule, ait pris naissance au contact même des documents, au point qu'on a pu parler, dans le premier tiers du XIXe siècle, d'une école des archives pour désigner les mois passés par les futurs diplomates à étudier les écrits de leurs devanciers avant d'être envoyés dans tel ou tel poste de par le monde. Le comte d'Hauterive, ancien secrétaire de Talleyrand et responsable des archives diplomatiques pendant un quart de siècle, considérait, je cite, que la formation
ne peut pas constituer en un enseignement, mais en une méthode de recherche accompagnée. À certains égards, qu'est-ce donc d'autre que l'école des chartes, sinon une méthode de recherche accompagnée? Les liens des chartistes avec la carrière diplomatique furent suffisamment nombreux dans les premières décennies de son existence pour que Pierre Larousse se sentit obligé de préciser dans son dictionnaire que, je cite, « c'est une erreur répandue dans le public de croire que l'école des chartes donne des titres spéciaux pour entrer dans la diplomatie ». Bien entendu, les choses ont profondément changé depuis le XIXe siècle. Il y a moins de chartistes diplomates. Pour autant, ils tiennent encore une part non négligeable et apportent sans doute un regard singulier au corps diplomatique actuel, comme nous l'exposera Cécile Pozzo di Borgo, qui fut à la fois Madame le conservateur et Madame l'ambassadeur au sein de l'institution diplomatique française. Quand prendra fin notre colloque demain soir, nous aurons sans aucun doute appris beaucoup de choses que nous ignorions. Et c'est là la vertu d'un bon colloque. Mais nous en partirons également frustrés de n'avoir pu évoquer tant de destins singuliers qui rendent justice au constat dressé par Gabriel Hanotaux en 1921, à l'occasion du premier centenaire de l'école, lorsqu'il déclarait qu'elle avait fait craquer ses cadres. Et lui-même ignorait alors, par exemple, que certains de ses futurs confrères seraient lauréats de compétitions sportives ou auteurs célèbres de bandes dessinées. C'est qu'en fait, les chartistes ne se sont jamais résolus à se ranger exclusivement sous l'une ou l'autre des étiquettes que sont les apolliniens ou les dionysiaques, pour reprendre des catégories nietzschéennes. Apolliniens, et donc ordonnés, rationnels, mesurés, ils l'ont été par nature et par formation. Mais ils n'ont jamais renoncé à être aussi volontiers dionysiaques, et donc curieux, insatiables et sensibles. Depuis 200 ans, l'école s'efforce de répondre aux attentes de ses promoteurs et de l'État qui en attend beaucoup. Mais ses élèves leur rendent également beaucoup, et même bien au-delà, sous la forme de cet inattendu dont nous allons revisiter certaines des couleurs et des audaces au cours de ce colloque. Permettez-moi de conclure en suggérant que si l'école devait adopter une devise, elle qui n'en a pas et qui n'en a jamais eu, on pourrait lui suggérer de reprendre celle que composa Horace et que reprit Kant pour qualifier les Lumières, sapere aude, qu'on peut traduire littéralement par « ose savoir » ou plus librement par « ose être un savant », et qui pour un chartiste, attendu puis inattendu, pourrait tout simplement être « ose être toi-même ». Je vous remercie.